L'objectif, c'était vraiment de voir un peu comment les Américains travaillaient. Et j'ai trouvé, oui, bien plus que ce que j'attendais. Il y a quand même beaucoup de stades où c'est encore du sandwich merguez et des frites blanches et ça ne marche pas. Ils ont compris que la billetterie, ça fait partie intégrante de la fan expérience. Tous les grands événements, c'est maintenant très compliqué de gérer la frustration des gens. Coupe du Monde est populaire, ça n'existait pas. Voilà, c'est un sujet que j'adore aborder, c'est pour ça que je suis là notamment. Bah oui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de Fast Story qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre hôte Jules Vigroux, marketing manager chez Fast Story et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors, préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de Fast Story. Je suis Jules, votre hôte, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Roumegou, directeur commercial et associé chez Ticket Chainer. Bonjour Benjamin, comment vas-tu ? Tout va bien, merci beaucoup pour l'accueil. Avec plaisir, merci à toi d'être parmi nous. Alors est-ce que tu pourrais rapidement te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui te découvriraient aujourd'hui ? Bien sûr. Donc Benjamin Roumegou, 36 ans aujourd'hui. Je suis directeur commercial et associé de la société Ticket Chainer. C'est une société donc qui propose une billetterie et un service de billetterie donc à pas mal de clubs sportifs notamment, événements, annonceurs, salons, festivals, etc. Voilà, je suis diplômé d'un diplôme Kedge spécialisé dans le sport professionnel et le marketing sportif. Et puis je suis passé par des clubs comme les Girondins de Bordeaux, les Chamois Niortais ou le Pau FC sur des missions commerciales, sponsoring. Et j'ai été aussi côté équipementier chez Puma et Ernest où pareil, je m'occupais des joueurs et des équipes. Ok, très bien. Donc un beau parcours bien rempli. Est-ce que tu pourrais aussi nous donner ta définition de ce qu'est l'expérience fan pour toi ? Ouais. On est assez intéressé par ce terme-là et c'est vraiment ce qu'on cherche à définir un petit peu au jour le jour. Donc pour toi, qu'est-ce que c'est que l'expérience fan ? Carrément. Déjà, c'est un terme qu'on entend beaucoup, de plus en plus. Donc je trouve ça déjà bien. Ouais. Après, c'est vrai que moi, en tout cas, ma définition, et je dirais que j'ai rien inventé, c'est pour moi la fan expérience, c'est juste le prolongement de l'expérience client. On va dire à la sauce sportive. C'est vrai que souvent quand j'entends parler de fan expérience dans le sport professionnel, j'ai l'impression qu'on se limite, on va dire, à tout ce qui est côté animation. Souvent les gens font référence au Super Bowl et au spectacle de la mi-temps, qui est bien entendu grandiose et qui est hors de portée pour beaucoup de gens dans le monde entier. Mais c'est vrai que la fan expérience, c'est tout ce qui se passe finalement, donc toutes les interactions entre un spectateur, un client et un club, un organisateur d'un événement. Tout ce qui va être avant l'événement, avant le match, avant le concert, pendant et après. Voilà, c'est juste cette volonté de vraiment d'appuyer sur le avant-après notamment parce que c'est vrai que c'est très important aussi dans le parcours, on va dire, et dans le cheminement d'un spectateur, d'un client. Et il n'y a pas que le pendant qui compte. Très bien. Et justement, tu penses que dans ces trois, dans ce avant, pendant, après, est-ce que tu penses qu'il y a une portion qui est plus importante que les autres ou est-ce que tu penses que justement c'est vraiment complémentaire, on a besoin vraiment des trois pour que l'expérience, enfin bien sûr qu'on a besoin des trois pour que l'expérience soit complète, mais est-ce que tu considères peut-être que justement une expérience est plus facilement ratée parce qu'on a tendance à oublier le avant ou le après Clairement oui, voilà. Pour moi c'est si on oublie le avant et le après qu'on aura peut-être un petit peu loupé. En fait c'est toujours pareil, c'est une question d'un peu d'offre et de demande, c'est-à-dire qu'on va avoir certains publics pour qui la venue dans un stade, la venue dans un événement, ça va être purement du loisir. On est tous amenés à aller voir un match, quel que soit le sport, parce que des fois on va être un peu tiré par un copain, tiré par quelqu'un qui lui est un grand supporter. Nous finalement le résultat sportif va nous importer un peu moins, voire peu, et on va plutôt privilégier le truc de j'ai envie de passer un bon moment. Et en fait, notre expérience, elle sera réussie si en rentrant chez nous le soir, on s'est dit finalement j'ai passé un super moment, j'ai pas trop galéré pour venir au stade, j'ai mangé un truc sympa, j'ai bu un verre, je suis rentré chez moi, c'était facile, c'était fluide. Voilà, si tout s'est bien goupillé, pour moi c'est ça qui fait qu'on a une expérience réussie. Et à contrario, notre fameux pote qui lui est très très supporter, lui sa priorité ça va être de voir son équipe gagner. Lui, je dirais que le cheminement contre vents et marées, il va venir au stade, il n'y a pas de souci. S'il faut faire 1 heure, 1 heure et demie de trajet, il le fera. C'est pas la nourriture sur quoi il va vraiment noter, on va dire, son expérience, mais c'est vraiment sur le résultat. Donc c'est en ça qu'il faut trouver
le savant équilibre quand on est dans un club ou dans un organisateur d'un événement, je dirais. Faut réussir à parler à toutes les typologies de public qui sont capables de remplir notre stade ou notre salle ou encore une fois notre arena ou autre. Ouais, bien sûr. Et donc tu penses que justement ces personnes-là qui sont déjà passionnées de sport ou qui sont passionnées par exemple de l'équipe à laquelle ils vont aller voir le match, tu penses que eux, la partie avant match et après match est donc moins importante, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place tout de même, parce que c'est sûr, on sait qu'un fan du PSG, il va aller voir les matchs du PSG forcément. Je sais que toi t'étais abonné, donc j'imagine que t'es fan aussi, mais est-ce que toi justement en tant que supporter du PSG, il y a des choses dans l'avant et dans l'après qui pourraient pas forcément te donner encore plus envie vu que tu vas y aller, mais qui pourrait carrément te démotiver. Je pense qu'encore une fois, les attentes, je dirais qu'encore une fois, dans cette idée d'offre et de demande, c'est un peu la base du business, mais c'est un peu la base pour tout, j'ai l'impression, dans la relation client, dans la satisfaction client. Aujourd'hui, encore une fois, les attentes vont être totalement différentes si je suis un supporter et si je suis un féru. Mais honnêtement, la considération que le club va avoir pour moi, les rapports que le club va avoir pour moi, on parle du PSG par exemple, et c'est un bon exemple. Alors, je suis pas un grand supporter du PSG, je rectifie de suite avant que j'ai des amis qui m'attaquent là-dessus. Non, mais c'est vrai que moi j'ai été abonné pendant plusieurs années, j'ai vu l'évolution parce que j'étais au début de l'ère qatari, on va dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le PSG s'est constitué vraiment à créer un pool, une équipe de servicing à destination des abonnés, puisque c'est un public quand même hyper important, récurrent, qui est là à tous les matchs. On reproche souvent au Paris Saint-Germain d'avoir beaucoup de touristes et d'opportunistes entre guillemets qui viennent voir les stars, mais il faut faire avec aussi. Donc il faut être capable de parler à tous ces publics-là. Mais encore une fois, un supporter qui vient une fois dans sa vie au Parc des Princes, on va dire un touriste ou n'importe qui, et un supporter qui lui par contre se fait les 25 matchs par an, encore une fois, ses attentes vont être totalement différentes. Et donc ils ont créé une équipe de servicing, je crois que c'est une vingtaine de personnes qui sont là exclusivement pour travailler sur la relation client, la satisfaction client comme une priorité. Avec les abonnés. Exactement, avec les abonnés, parce que forcément il y a des listes d'attente pour les abonnés. Bon, il y a quand même une récurrence sur les gens qui se réabonnent une année à l'autre, mais c'est quand même assez important, notamment parce que l'attente de ces gens-là, c'est de gagner la Ligue des Champions depuis des années. C'est compliqué. Il y a toujours, tous les mois, il y a un sujet autour du Paris Saint-Germain. Donc c'est des clubs comme ça qui sont pas faciles à vivre. Je pense que tous les grands clubs au monde ont les mêmes problèmes. Mais du coup, je pense que ces gens-là sont quand même très importants dans la considération qu'on doit leur apporter dans un club. Et pour le coup, on en parlera plus tard, mais c'est vrai que dans mon tour des États-Unis, j'en ai pas parlé quand je me suis présenté. Mais pour le coup, aux États-Unis, ils sont très bons là-dessus. Ils sont très forts pour considérer les fans, notamment les plus anciens. Dans les coursives des stades, on va voir les noms des abonnés de la saison, les gens qui sont abonnés depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. On va mettre en avant des fois sur l'écran géant un couple. Moi, j'ai eu la chance de voir un couple qui était abonné depuis 50 ans, donc marié 50 ans aux Spurs de Tony Parker. Donc voilà, c'est des petites images sympas et je trouve qu'ils sont très bons là-dessus, dans ce truc de je donne de la valeur à mes fans, à mes vrais fans, quoi. D'accord. Et justement, pour rebondir un petit peu là-dessus, je voulais parler de ton tour des stades aux États-Unis. Donc pour résumer rapidement, tu as fait un tour d'une trentaine de stades aux États-Unis dans le but de découvrir un petit peu comment les Américains gèrent tout ce sport business et tout ce qui se passe in stadia. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce tour? Après, si tu veux donner plus de précision, n'hésite surtout pas. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce petit tour des stades? Et surtout, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais entre guillemets? Je sais pas si tu cherchais quelque chose, mais est-ce que tu as trouvé les informations que tu cherchais en tout cas? On va dire la genèse du projet, c'est vraiment quand je suis au Chamois Niortais, en fait, j'ai l'occasion d'aller voir les matchs à l'extérieur, d'aller visiter beaucoup de stades, puisqu'à cette époque-là, on a un projet de stade à Niort, et donc on va visiter les centres d'entraînement, les stades de Ligue 1, Ligue 2, et on participe avec la Ligue de foot à des séminaires avec les autres clubs, avec des fois d'autres sports, et on est même parti à l'étranger, visiter des stades. Donc j'ai commencé à prendre goût à ce truc, d'aller voir un match et de regarder un peu l'envers du décor, d'aller visiter les espaces VIP, d'aller regarder les fan zones, d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a à manger, à boire, les flux, comment ça marche. Voilà. Je me suis vraiment intéressé à ce truc-là. Alors je suis toujours fan de foot, mais c'est vrai que du coup maintenant quand je vais dans un stade, je regarde le match totalement différemment et j'ai vraiment pris goût à ce truc-là. Et forcément qu'en m'intéressant à la fameuse fan expérience, le passage obligatoire, on va dire, c'est les États-Unis, puisque voilà,
à minima ce qu'on voit sur les réseaux, notamment encore une fois très accentué sur le côté animation, les mascottes, etc., les kiss cam et compagnie. Donc c'est les trucs les plus parlants, mais c'est vrai que ça m'a donné envie d'aller voir là-bas. Et donc voilà, j'avais un petit peu fait le tour de mon parcours, on va dire, au Chamois Niortais. Donc au bout de la 4e saison, je suis parti aux États-Unis pendant plus de 3 mois à travers le pays. Donc je fais une quinzaine de villes et l'objectif c'était vraiment ça, c'était d'aller voir un peu comment les Américains travaillaient. Alors tout sport confondu, j'ai eu la chance de faire tous les sports. Le seul truc que j'ai pas pu faire, c'est la Formule 1 à Austin, mais j'ai vraiment fait du sport auto, tous les sports collectifs, du catch, du monster truck, du rodéo. Enfin voilà, le but c'était vraiment de faire un panorama complet des sports américains en plus, très très américains, parce que pour le coup c'est quand même la particularité de ce pays, c'est qu'ils ont des sports où c'est quasiment les seuls à jouer au monde, donc c'est assez fou. Et j'ai trouvé bien plus que ce que j'attendais, parce que c'est clair et net qu'on en prend plein les yeux. Plus de 30 stades ou salles, des ambiances de dingue. Ils sont vraiment très très bons dans ce qu'ils font, et je le dis de suite parce que c'est vrai que j'en parle toujours beaucoup de ce modèle américain en disant qu'il est top, mais il est top pour la simple et bonne raison qu'il répond encore une fois à la demande des Américains. Je l'idéalise pas en disant que c'est le meilleur modèle au monde et waouh, tout ce qu'ils font là-bas faut le ramener ici. Les bonnes pratiques il y en a partout, et l'objectif c'était d'aller étudier les best practices vraiment des Américains, mais honnêtement des bonnes idées il y en a chez nos amis allemands, anglais, espagnols, etc. Mais encore une fois c'est l'offre et la demande. Le public français, c'est pas un public américain, etc., etc. Les sports sont pas les mêmes, sont pas rythmés pareil, on le sait, les sports américains sont longs, donc il faut le remplir avec de l'animation et il faut on va dire l'égayer un petit peu. Donc voilà, tout ça fait que faisant que, en tout cas je suis revenu avec plein de bonnes idées, puis voilà, c'est un sujet que j'adore aborder, c'est pour ça que je suis là notamment. Oui, exactement. Et justement dans ce voyage-là, tu disais aussi que tu avais fait des voyages non sportifs, des événements non sportifs. Est-ce que ça, à ce niveau-là, j'imagine que c'est aussi pour voir un petit peu l'organisation. Est-ce que tu as retrouvé la même chose que pendant ces événements sportifs, c'est-à-dire vraiment des événements qui sont axés pour tout type de population et pour plaire au plus grand nombre? Est-ce que c'est pareil dans le non sportif? Clairement, ils sont c'est ça, ils sont juste très très bons dans l'accueil, vraiment, et moi j'aime bien toujours prendre cet exemple. Alors, en France, on va dire de Disney, qui pour moi est un des meilleurs exemples, c'est-à-dire qu'ils arrivent à placer le divertissement, la satisfaction client comme une priorité ultime chez eux, surtout au niveau du storytelling, et en plus Disney plus le sport, c'est juste exceptionnel le lien qu'il peut avoir, mais c'est vrai que quand on arrive à Disneyland, qu'on soit un gamin de 8 ans, qu'on soit un adolescent, qu'on soit un adulte, qu'on soit un parent, un grand-parent, on a tous un peu les étoiles dans les yeux, et c'est ça qui est très fort, c'est qu'ils arrivent à parler à tout le monde. On met un pied, on sort même du RER, on sait qu'on est à Marne-la-Vallée et à Disney, enfin voilà, ils arrivent à créer un truc qui est assez fort, et pour le coup les stades américains sont très bons dans cet esprit-là, mais tout ce qui est en dehors pareil. Donc j'ai eu la chance d'aller, je suis allé voir le Cirque du Soleil à Vegas. Ça a l'air impressionnant. C'est le spectacle en lui-même, bien sûr, c'est délirant, mais tout ce qui est mis autour en place, on est à Vegas, c'est exceptionnel. Là aussi, le storytelling, quand on approche, quand on est dans l'hôtel et qu'on va rentrer et qu'on se rapproche encore une fois de l'heure du spectacle, on sait où on est, il y a aucun doute, on va voir le spectacle du Cirque du Soleil, etc. Exactement. Maîtrisé, Broadway, la même chose. Je suis allé voir le Roi Lion, c'est pareil, c'est juste exceptionnel. Il y a un engouement, il y a une atmosphère qu'on ressent, c'est assez fort. Et pareil, je suis allé voir les studios Universal aussi, donc il y a le parc d'attractions, par excellence américain, et là pareil, il y a plein de bonnes idées mises en place, parce que en fait, et ça aussi c'est un truc tout bête, mais des fois j'ai l'impression qu'ici on perd un peu de vue ce truc là, c'est que un spectateur d'un match, quel qu'il soit, tout sport confondu, avant d'être ce spectateur en question, dans le reste de sa vie, il fait tous ces trucs-là de loisir au sens large. Et pour, encore une fois, beaucoup de gens, aller voir un match, c'est un loisir au même titre que aller au cinéma, aller boire un verre avec ses potes, aller au bowling, aller, je sais pas, on peut tout sortir. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est de regarder comment les salles de concert fonctionnent, comment les festivals fonctionnent. C'est des événements one shot, ils sont plutôt bons là-dessus en général. Voilà, c'est de regarder tout ça, parce que finalement, encore une fois, c'est les mêmes publics qu'on se partage, tout sport confondu et tout événement confondu, c'est à peu près les mêmes profils qui viennent, quoi. Ok, et très clair. Et justement, est-ce que tu as découvert le baseball là-bas? C'est ça. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé au niveau bon, j'imagine qu'au niveau du sport, c'est un sport qui est assez long et qui est assez particulier. Mais est-ce que justement, je trouve ça intéressant d'avoir, parce que moi j'ai passé un certain temps aux États-Unis aussi, et j'ai pu découvrir donc le football américain, le baseball, le hockey, tous ces sports qu'on a très peu en France, même s'ils existent. Et j'ai été un petit peu choqué par la longueur du baseball. Mais par contre, moi je me souviens de cette expérience. J'étais très jeune, mais je me souviens de cette expérience où je suis allé au
au stade et même sans connaître les règles, j'ai fini par comprendre au fur et à mesure. On m'a expliqué, il y avait un petit peu. Enfin, je suis ressorti de là, j'avais l'impression de comprendre ce sport, tandis que c'était pas le cas. Est-ce que tu as ressenti ça? Ils ont une capacité, pour le coup, là. Alors, je pense que là, déjà, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est vraiment les ligues qui sont instigateurs de tout ça. Et ensuite, ça ruisselle sur les clubs, sur les franchises. Puisque aux États-Unis, c'est vraiment ça. C'est vraiment la ligue qui est le patron de tout. Et ensuite, les clubs. Et le baseball, mais tous ces autres sports américains, ça va être ça. Ça va être cette capacité à emmener les gens avec soi, à les accompagner et à donner, encore une fois, comme je disais tout à l'heure par rapport au PSG, on doit être capable de parler au supporter qui vient à tous les matchs, qui est là depuis 20 ans, et à la personne qui viendra peut-être qu'une fois dans sa vie. Et ça passe par des trucs tout bêtes. Hein. Pour l'hymne du club, il va avoir les paroles sur l'écran géant ou sur un flyer qu'on va donner. On va emmener les gens avec soi. Sur l'écran géant, il se passe toujours beaucoup de choses. Des statistiques pour le féru, mais il va se passer aussi plein de choses avec des animations, avec des jeux, avec des vidéos. Donc voilà, ils arrivent à rythmer. Encore une fois, c'est un équilibre assez complexe à trouver parce qu'il ne faut pas que le grand supporter se sente un peu lésé parce qu'il s'en fout de voir des kiss cam et compagnie. Et le supporter occasionnel, faut pas que lui il voit que des stats parce que ça lui parle pas. Mais c'est vrai que moi j'ai adoré. Alors le baseball c'est spécial, on est d'accord, c'est très long. C'est long. Mais pour le coup, quand j'étais là-bas, il y avait, alors c'est Pat O'Connor, je crois, le boss de la MLB, donc de la ligue, qui disait 90% des gens en gros qui viennent dans nos matchs savent pas forcément le résultat parce qu'en fait beaucoup de gens s'en vont avant la fin. C'est quand même assez spécial. C'est vrai que en comparant avec du cinéma, on se verrait pas partir avant la fin du film. C'est particulier. Mais voilà, sur le baseball, ça se fait beaucoup. Dans le sport américain, de manière générale, ça se fait beaucoup. Les gens arrivent longtemps à l'avance, mais viennent pas forcément en tribune dès le début du match. Au basket notamment, moi j'ai halluciné au basket. Les premiers cartons, j'avais l'impression que j'étais tout seul, alors que j'avais entendu que le match était à guichet fermé. Et en fait, au bout du troisième carton, tout le monde arrive dans les tribunes. Parce que pendant le début du match, les gens vont consommer le match différemment. Ils vont aller, ils vont être dans les coursives, ils vont boire, ils vont manger. Voilà, ils vont suivre le match mais différemment. Exactement. En tout cas, ils n'ont pas cette obligation-là de consommer le match en tribune, comme nous on peut l'avoir ici. Et c'est en ça qu'ils sont forts parce que du coup, que tu sois un fan ou pas, bah, tu as une possibilité d'être quand même dans le stade ou dans la salle et tu consommes ton match différemment. Et puis d'un point de vue sport business, c'est aussi intéressant parce que pour eux, forcément, ça fait de la consommation exactement. en plus. Bien sûr. Et ça renforce ce truc de je fais tout pour que les gens rentrant chez eux, ils aient passé un bon moment. En fait, c'est ça. Et il y a des gens pour qui passer un bon moment, c'est manger, c'est boire. C'est vrai. Ça, c'est un des sujets moi qui me hante un peu en France. On est le pays culinaire par excellence, on est le pays du vin, on est le pays du champagne, on est un des plus gros producteurs de bière. Bon ben nous déjà il y a la loi E20, on peut pas avoir d'alcool dans les stades. Ça c'est quand même limite. Et puis la nourriture, je veux dire aujourd'hui nos moments de vie, nos loisirs, c'est manger et boire. Je veux dire quand on se retrouve avec nos potes, on va boire un café, on va boire un verre, c'est du happy hour, c'est on se mange une raclette, c'est la galette des rois, c'est les crêpes, j'en sais rien. Enfin je veux dire la vie des Français c'est quand même tout souvent autour de manger et boire. Et je trouve que justement c'est dommage, il y a une petite coupure avec nos stades et nos salles où on n'a pas encore assimilé ce truc que déjà ça génère un revenu monstrueux bien sûr. Et que ça doit être de la qualité. Et voilà, il y a quand même beaucoup de stades où c'est encore du sandwich merguez et des frites blanches et ça marche pas quoi. Et c'est ça qui fait partie un peu de l'expérience aussi, comme on disait. C'est du folklore complet, bien sûr. Carrément. Et justement, ce que tu disais tout à l'heure avec le côté baseball où quelqu'un qui s'y connaît très bien ne voudra pas avoir des stades basiques. Et en fait, je compare un petit peu ça avec l'UFC qui est en train de grandir énormément en France. Je sais pas si tu regardes un petit peu, mais ce qui est assez drôle, ce que j'ai remarqué, c'est que justement dans les commentaires, quand on regarde l'UFC, ils ont ce côté où à chaque match, ils viennent répéter un petit peu comment les différents coups, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'ils sont exactement en train de faire dans la cage. Et il y a un côté où, pour moi, qui commence à connaître le sport, c'est pas encore très gênant, mais ça commence un petit peu. Ça peut être redondant. Et voilà, et il y a ce côté-là. Et j'ai l'impression que en France, justement, on n'a pas tant de nouveaux sports, donc c'est pas voilà. Mais quand on a un nouveau sport, on a tendance à là où le baseball le fait de manière peut-être un petit peu différente, plus masquée, ou du moins il y a un petit peu le choix pour tout le monde. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que alors après ces chaînes-là qui diffusent l'UFC, c'est un nouveau produit, il faut le porter, il faut éduquer les gens, il faut leur prendre la main, il faut leur expliquer. Et d'ailleurs, on le voit chaque année quand il y a le Super Bowl en France, quand il est diffusé en France, bien sûr. On va voir que le traitement est totalement différent entre un beIN Sport qui diffuse la NFL toute l'année. Et donc il y a un public qui connaît, puisque les gens se lèvent la nuit, etc. Ils suivent les matchs. Et quand c'est l'équipe 21 qui traite le Super Bowl, on va voir que c'est pas les mêmes commentateurs, c'est normal que ce soit pas les mêmes commentateurs, mais je veux dire c'est pas la même façon d'approcher le sport. Ce qui est bien aussi parce que là encore une fois tout le monde s'y retrouve. Et d'ailleurs ça me fait penser, il y a un exemple, moi j'adore aux États-Unis ce truc-là, c'est cette capacité à traiter encore une fois un seul et même sport de plusieurs façons. Et ils ont c'est Nickelodeon, la chaîne Nickelodeon qui diffuse des matchs de NFL parce que c'est la même chaîne que le groupe NBC, je
crois. Oui. Et donc sur certains matchs, ils vont diffuser. Alors en fait, c'est pour parler aux enfants. En fait, l'idée de base, c'est de se dire, on a du mal à recruter des nouveaux publics, notamment les jeunes. Ça, c'est le problème de tout le monde partout dans le monde, quel que soit le sport. Et du coup, ils ont dit, ok, certains matchs de la saison, notamment les matchs qui sont suivis comme le match de Thanksgiving où les gens sont en famille, eh bien, on va te faire un traitement très familial. Et donc, on voit les Razmoquettes, Bob l'éponge, quand il y a une célébration, on explique exactement. C'est un jeune, on va dire une star Nickelodeon qui commente. Et ça, je trouve ce traitement hyper malin parce que ça permet à papa, maman, peut-être qui sont eux fans, de passer un moment aussi avec leurs gamins et de regarder un match ensemble. Il y a aussi ce côté éducation, transmission, et ça c'est des trucs, je trouve ça super. Aujourd'hui on a du mal avec le traitement du sport en France parce qu'il y a beaucoup de chaînes, parce que c'est dur de suivre. Il y a eu beaucoup de changements de chaînes, notamment je pense au foot. Les changements d'horaire sont aussi quand même assez réguliers, donc ça aussi ça incite pas, je dirais, les nouveaux publics à venir. Donc voilà, je trouve que le baseball en tout cas fait bien ça, parce que le baseball c'est le sport américain par excellence, et en même temps ils sont dans une bataille avec tous les sports américains, et donc c'est compliqué d'exister. C'est pas le sport le plus dynamique, c'est pas le sport le plus sexy à côté de la NBA ou de la NFL, mais je trouve qu'ils arrivent en tout cas dans cette idée à essayer de travailler, de recruter. Ils travaillent aussi beaucoup sur les pays latinos, enfin bon, sur l'Asie, bon, ils ont des stratégies différentes, exactement. Ils essayent en tout cas de se développer, on va dire tant bien que mal à côté des autres qui sont costauds, mais c'est plutôt bien fait quand même. Et justement, ce que tu disais, j'ai vu passer ces images de Nickelodeon pour la NFL où justement il y a du slime qui apparaît partout sur l'écran quand il y a un touchdown qui est marqué ou des choses comme ça, c'est assez cool. Et dernièrement aussi la NHL, donc la ligue de hockey, qui a fait pareil avec une sorte d'épisode un petit peu animé d'un vrai match où je sais plus, je crois que c'était une retransmission en fait d'un match qui avait déjà eu lieu mais en version animée, et en termes de score c'était impressionnant parce que 60% de la population qui a regardé cette rediffusion c'était des femmes déjà, et une grande partie étaient des enfants aussi, qui étaient des publics qui n'étaient pas du tout atteints par le hockey, bien qu'en plus le hockey, un peu comme le baseball, c'est un sport qui est peu connu à travers le monde aussi, peu développé. Puis qui pourrait avoir un côté un peu violent, qui pourrait un peu faire peur aussi les parents, donc de l'amener avec ce ton-là, je pense que c'est pas mal. Mais moi, par exemple sur ça, alors bon, j'ai plus l'âge de le suivre de cette façon-là, mais quand on était gamin, on avait 11 mondiales, on avait des trucs, on avait téléfoot, c'était vraiment la messe le dimanche matin, etc. Et je sais pas si aujourd'hui les jeunes en tout cas ont cette façon de consommer là. Quand je vois que c'est Olivier Giroud qui est la personnalité préférée des Français je crois que c'est Mickey Magazine ou un truc comme ça, c'est que je me dis qu'il y a quand même un lien avec les enfants. Donc après, voilà, faut juste réussir à, je sais pas, peut-être plus à le mettre en pratique pour que oui, les jeunes ensuite viennent voir les matchs. Ils consomment différemment, ça c'est sûr. Après voilà, faut trouver juste le moyen d'aller les toucher, de les ramener au stade, et puis de les faire devenir fans. Après, ce qui est dur aussi, moi je l'ai vécu quand j'étais en Ligue 2 notamment, ou même au Girondins de Bordeaux. J'étais pas sur les meilleures périodes sportives, donc c'est plus facile pour un gamin de Bordeaux de s'identifier à Neymar parce qu'il le voit, ou Mbappé parce qu'il le voit tous les week-ends à la télé, bien sûr. Et dans les journaux, etc., que aux joueurs des Girondins de Bordeaux. Donc voilà, à part s'il va vraiment voir les matchs avec quelqu'un de sa famille ou autre, c'est dur d'avoir cet accès-là, quoi. Je pense qu'il y a surtout une grosse différence qu'on fait en France et qui est un petit peu dommage entre vraiment la star en tant que telle et les icônes, on va dire, des sports et les sports en tant que tels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus fan. Alors, c'est peut-être aussi avec la génération des réseaux sociaux, etc., mais on va être plus fan d'un joueur qu'on va suivre dans toutes les équipes. Là où avant, on était fan d'une équipe, peu importe les joueurs à l'intérieur. Et alors, le Paris Saint-Germain n'est pas forcément le meilleur exemple, mais bon, ça fait beaucoup parler. Mais forcément, avec le rachat des Qataris, on a vu un petit peu cette transition de quelques personnes qui détestaient ce club de par son image et voilà, et les vrais fervents supporters qui eux apprécient le club, peu importe les hauts et les bas. Et ensuite d'un coup la transition, on se retrouve avec les meilleurs joueurs du moment, et là forcément l'engouement qui se gagne. Et dès que ces joueurs partent, ou comme aujourd'hui, dès qu'on voit qu'au bout de 3, 4, 5, 10 ans avec les Qataris, on n'arrive toujours pas à gagner la Champions League, les gens se découragent un petit peu, tandis que c'est pas de la faute du sport en tant que tel, ou c'est c'est clair. Non, mais ça, pour ça fait forcément penser à Cristiano Ronaldo et son dernier transfert. Bien sûr, exactement. Le nombre de followers qui sont arrivés sur le club, c'est impressionnant. Sur le championnat, beIN Sport il diffuse les matchs. Ça, il y a une médiatisation autour de ce club via forcément son ambassadeur qui est Cristiano Ronaldo, et c'est vrai qu'il y a ça qui fonctionne forcément. Et bon, je pense qu'on tend vers ça de plus en plus. Ça, c'est sûr. Et justement, tu trouves par rapport à ça que
parce que on compare, tu t'as beaucoup comparé au sport US, donc un petit peu normal, hein, mais est-ce que tu trouves que la France avance quand même globalement dans une bonne direction au niveau de l'expérience fan? Est-ce que il y a pas mal de choses qui se développent? Par exemple, on voyait le Racing Club 92, le club de rugby, qui avait des tribunes qui avaient été mises en place avec la tribune Crazy, la tribune Family, leur mascotte. Ils avaient installé une bodega sur le terrain. Enfin, on voit un petit peu toutes ces activations qui sont mises en place par certains clubs. Ça reste encore assez restreint. Est-ce que tu trouves quand même qu'on tend vers oui, est-ce qu'on avance dans la bonne direction? Et voilà, à quelle vitesse, quoi, comparé aux États-Unis? En tout cas, c'est un bon exemple. Déjà, celui-là, pour moi, c'est un des meilleurs en France, hein, clairement. C'est vrai qu'ils ont l'infrastructure déjà pour faire des choses. Ça aide, hein, parce que c'est souvent la clé quand même de ton business model aussi. L'infrastructure, on se rend pas compte. Et c'est pour ça que des fois, pour nuancer, parce que parfois, j'ai l'impression que, je peux être critique, et en même temps, pour nuancer, quand on n'est pas chez soi et qu'on peut pas organiser des choses et que c'est compliqué, on va dire, de ne serait-ce qu'organiser ses matchs, c'est compliqué d'organiser d'autres choses en dehors des matchs pour des clubs. Donc ça, il y a beaucoup de clubs qui sont locataires, on va dire, qui récupèrent limite les clés le matin d'un match. Donc c'est vrai que ça pousse pas à développer des choses en dehors des matchs. C'est vrai que se dire qu'une infrastructure sert uniquement une vingtaine, une trentaine de jours dans l'année, ça fait très peu. C'est dommage, hein, même ça fait un peu du gâchis, on va dire. Mais en tout cas, la U Arena, enfin, c'est plus le bon nom, mais en tout cas, ils sont très très bons là-dessus. Et c'est vrai que franchement, sur la fin d'expérience, je pense que c'est vraiment aujourd'hui dans le top. Alors après, il y a aussi par la force des choses, ils sont à Paris, et à Paris, on est obligé de on se bat avec beaucoup de gens, beaucoup d'autres clubs sportifs, tous sports confondus déjà. Et puis il y a une concurrence pour le coup là encore une fois de loisirs qui est juste monstrueuse. Donc notamment pour toucher ce fameux public jeune, ce qu'ils font est plutôt bien foutu depuis le début. La tribune Crazy, la bodega en après-match. Franchement, c'est super et c'est très très bien fait. Donc voilà, je peux me montrer un peu critique, ça c'est vrai, et en même temps il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est aussi le bon côté de tout ça. Oui, bien sûr. Voilà, moi je suis allé aux États-Unis, j'ai vu des clubs et des franchises où on se dit waouh, mais en fait ils font déjà tout. Ils en viennent à faire des trucs totalement délirants. Enfin moi j'ai ce fameux exemple du match avec les propriétaires de chiens qui ramènent leurs chiens. Bon voilà, ça c'est des trucs, je me dis quand on arrive à ce niveau-là, c'est qu'on a vraiment tout fait avant. Aujourd'hui on n'est pas capable de faire ça pour le moment, même si je trouve que c'est une plutôt bonne idée pour être capable de parler à un nouveau public, des gens qui peut-être viendraient pas le reste du temps. Parce qu'ils ont leur chien, ils peuvent pas. Une bonne idée, exactement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, cette idée de pouvoir exister, les clubs vont de toute façon être obligés. Alors le public, je pense, encore une fois privilégié, c'est le public étudiant. Quand on est dans des villes où il y a des facs et des écoles, etc., on voit de plus en plus de clubs qui nouent des liens avec des programmes d'ambassadeurs dans les BDE. Toulouse le fait très bien. Je sais Clermont le fait aussi sur l'ASM Clermont. Donc voilà, il y a beaucoup de clubs maintenant qui se développent autour de ça. Et c'est important parce que là-dessus, on a tous le même problème. Nos stades sont vieillissants, l'infrastructure, mais nos publics sont aussi vieillissants. Donc de toute façon, il faut trouver un moyen pour renouveler à un moment ou à un autre. Et ça passe par les étudiants, mais par les encore plus jeunes derrière. Et donc via les familles, parce que c'est quand même les parents qui ramènent les enfants. Mais il y a un vrai job à faire. Et pour ça, il faut leur proposer une offre adéquate. Donc c'est de la fan expérience à part entière, mais vraiment destinée à ces gens-là. Donc on le voit avec les tribunes famille, qui se font de plus en plus, avec des fan zones spéciales. Quand j'étais au Chamois-Niortais, on avait mis en place une garderie pour les gamins des partenaires, par exemple. Voilà, c'est tout bête, mais pour que le partenaire vienne ou pour que le papa ou la maman qui sont fans viennent, si on prend en charge le gamin, c'est bien. Le gamin, bien sûr que sa place à la garderie, elle n'est pas gratuite non plus, donc ça génère un petit revenu. Et puis on crée un lien avec le gamin aussi parce que demain il faut le transformer en futur fan. Donc voilà, c'est pas facile encore une fois ce job-là, mais il y a quand même plein de bonnes pratiques qui sont mises en place dans les clubs et il y a encore plein de bonnes choses à faire. Donc c'est du très bon aussi. Mais justement, tu penses qu'on s'intéresse quand même, je veux dire, dans le milieu du sport business en général et même du marketing sportif ou de la fan expérience en très large. Est-ce que tu penses que les gens s'intéressent assez justement à ce qui se fait outre-Atlantique ou est-ce que, parce que toi justement t'es parti faire ce voyage délibérément pour voir un petit peu comment ça se passait, pour apprendre des best practices, est-ce que tu penses que nous pourquoi on n'arrive pas encore à mettre ça en place? Est-ce que c'est parce qu'on justement on n'a pas la mentalité? Est-ce que c'est parce que aussi on veut pas faire comme eux? Est-ce que
Ça doit dépendre bien sûr, mais est-ce que pour toi qui as vu toutes ces choses-là, comment ça se fait? En fait, honnêtement, encore une fois, je pense qu'il y a des choses qui sont très simples à mettre en place, d'autres qui sont plus compliquées. Déjà, de base, c'est clair et net. Encore une fois, le fameux spectacle du Super Bowl, clairement, installer une scène en 10 minutes sur un terrain synthétique, de toute façon, ça, il n'y a pas grand monde qui saurait le faire. J'ai vu des salles où dans la journée, il peut y avoir 3 matchs différents, basket, hockey, basket. En moins d'une demi-journée, ils sont capables de tout changer. Ils ont des stades avec des toits, des pelouses rétractables. Ils sont vraiment allés loin déjà dans le process et la base, encore une fois, c'est l'infrastructure. Donc, encore une fois, beaucoup de clubs n'ont pas leur infrastructure. Le stade, c'est pas à eux, c'est pas eux qui l'ont fait, c'est pas eux qui l'ont fabriqué, qui l'ont pensé. Donc déjà, ça peut être aussi une problématique pour certains, en tout cas, pour ensuite mettre des choses en place. Après, moi, je pense que c'est pour certains, c'est une question de volonté et de est-ce que je m'intéresse. Pour d'autres clubs, c'est des gens qui sont sous-staffés, qui n'ont pas les budgets. Enfin voilà, il y a aussi un peu de tout. Je dirais que la différence pour moi fondamentale, c'est qu'il faudrait qu'aujourd'hui en France, ce soit les ligues et les fédés qui poussent. Pour moi, ça peut venir que d'en haut. Et aux États-Unis, ça marche parce que le modèle est totalement différent. Pour faire très très simple, mais en gros, on va dire la NBA, tous les clubs se partagent à part égale, on va dire, les bénéfices du gâteau. En France, c'est pas vraiment ça. Donc en France, on est chacun dans notre coin à essayer de faire nos petits trucs à nous et on va pas les partager aux autres en disant voilà, regardez ce qui a marché, faites-le vous aussi, puisqu'à la fin tout le monde en ressortirait gagnant. Voilà. En tout cas, dans les sports américains, c'est beaucoup ce modèle-là. Et encore une fois, c'est les ligues qui sont instigateurs de beaucoup de choses. Donc je pense que ça aide. Si demain il y a des choses qui s'appellent notamment la licence club dans le foot, la licence club, voilà, ça va être des critères, des minima requis qu'on va imposer sur l'écologie, l'expérience, l'éclairage, la qualité de la pelouse, tout et n'importe quoi. Si petit à petit les clubs tendent vers ces besoins-là et ces, on va dire encore une fois, ces critères-là, peut-être que les clubs devront se mettre au diapason et feront les investissements pour. Mais voilà, je pense que ça viendra que des ligues parce que des bonnes idées, il y en a à prendre partout. Les clubs, je pense qu'il y en a plein de gens qui travaillent très bien dans les clubs qui voient les bonnes idées qui peuvent qu'on peut voir pas que aux États-Unis, encore une fois, il y a des super idées chez les Belges, chez les Allemands, chez les Anglais, etc. Donc voilà, je pense que ça vient aussi beaucoup de la volonté tout en haut et ça passera par là, je pense. Très bien. Je voudrais parler un petit peu maintenant de la partie ticketing et plus précisément de Ticket Chainer tout simplement. Si tu peux nous présenter un petit peu ce que fait Ticket Chainer et surtout ce que tu fais au sein de cette entreprise. Donc moi déjà je suis le directeur commercial, donc je m'occupe vraiment du développement commercial de la société. Ticket Chainer, c'est une société qui est encore jeune puisqu'on a un peu plus de 3 ans. En gros, notre volonté, c'est vraiment de transformer les billetteries d'un simple outil de vente de billets à une solution, une plateforme qui ressemblerait à du e-commerce, donc avec une personnalisation du parcours d'achat, avec de l'implémentation de cross-selling, c'est-à-dire j'achète mon billet, je peux aussi rajouter un parking, acheter à manger, acheter à boire, acheter du merchandising. L'idée, c'est d'aller vraiment plus loin que juste acheter un billet. On se dit, c'est un peu le parti pris qu'on a avec Samy, mon associé, depuis le début, c'est de se dire, c'est un peu du gâchis de se dire que tous les gens qui se connectent sur le site internet, la majorité des gens aujourd'hui qui se connectent sur un site d'un club, c'est pour acheter soit du merchandising, soit un billet. Le reste du temps, s'ils veulent se renseigner et prendre des infos sur leur club de cœur, ils le font sur les réseaux sociaux qui le font déjà très bien. Donc le site internet, c'est devenu un truc très institutionnel, parfois un peu vieillot, mais par contre, on est obligé de passer par là pour acheter du merchandising ou un billet. Donc on se dit, il faut forcément capitaliser sur tout ce trafic. Et le but, c'est encore une fois de permettre au club de générer des revenus additionnels par le biais de la billetterie. Puis après, on travaille aussi beaucoup de choses sur du module avec des partenaires à nous. On fonctionne beaucoup comme une maison de briques de Lego qu'on construirait avec chacun les briques qui nous vont bien. On est très dans la personnalisation parce qu'encore une fois, l'offre et la demande, je me répète, mais chaque club est différent, sa façon de travailler est différente, son infrastructure est différente, son public est différent, le sport, etc. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus, notamment en personnalisant le parcours d'achat et le parcours d'inscription, suivant si un club veut vendre un maximum de billets. Et donc là, on va avoir un parcours en 3-4 clics, on peut acheter un billet. On a des clubs aujourd'hui, je pense à l'AC Ajaccio, à Provence Rugby, au Métropolitain 92, avec qui on a battu des records, des taux de conversion hyper importants parce que c'est beaucoup plus facile d'acheter un billet. Donc du coup, il y a moins de paniers abandonnés. Les gens, ils vont au bout du parcours et ils achètent leur billet en 4 clics. Et puis, on a des clubs ou des organisateurs d'événements, eux, leur stratégie, ça va être de récolter de la data, d'apprendre à connaître leur public. Donc là, on va avoir des parcours différents. Alors, on travaille vraiment là-dessus. Et on est aujourd'hui quasiment que
dans le sport et on commence un peu à s'ouvrir sur d'autres événements. On a notamment le parc des expositions à Bordeaux, donc avec des salons. Et puis je vous dis, on a des clubs tous sports confondus en France pour le moment. Et puis on travaille un peu à essayer de sortir de France. Donc voilà, moi je suis là depuis le début et donc c'est top parce que après d'être passé par des grosses structures ou par des clubs de plus petite taille, voir un peu la création d'une start-up et y travailler, c'est un truc que j'adore parce qu'on apporte vraiment sa pierre à l'édifice. Ça qui est cool. C'est vraiment cool. Et justement, donc j'imagine qu'il y a une réelle demande de la part des clubs ou des entités sportives à justement améliorer leur ticketing. Et c'est quelque chose qui est parce que justement tout à l'heure on demandait est-ce que les clubs ont envie d'évoluer et j'imagine qu'au niveau du ticketing, il y a cette demande-là. Les clubs se rendent compte qu'il y a quand même quelque chose qui cloche en fait. Clairement, alors il y a beaucoup de billetterie et là aussi je vais me montrer critique, mais je citerai personne. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui un écosystème billetterie dans certains clubs ou organisateurs d'événements où les billetteries vont être quelque peu sclérosées, un peu anciennes. C'est des solutions qui sont souvent très standards, alors très lourdes, attention, mais elles ont été pensées pour le plus grand nombre. Aussi bien un club de rugby, un club de basket, un festival, une salle de concert. Donc forcément, vu que ça n'a pas été pensé pour moi, club de basket en question, on se rend bien compte qu'on n'en exploite pas l'entièreté. En général, un tiers de la solution est exploité et le reste, ça fait très usine à gaz finalement, parce que ça ne nous sert à rien. Notamment, je parle dans tout ce qui va être un peu la cuisine, donc le back-office de la billetterie. Mais la face visible de l'iceberg, qui est donc le front-office, c'est-à-dire là où on va acheter son billet, c'est pareil. Quand on a des clubs qui récupèrent 15 infos dans le champ d'inscription, civilité, nom, prénom, adresse postale, code postal, etc., mais que le club n'exploite pas ces infos, ça n'a aucun intérêt. Encore plus aujourd'hui où on fait même plus de courriers postaux, donc savoir où j'habite, on s'en fout. À la limite, ma ville, pourquoi pas, parce que là, il y a un intérêt, etc. Mais donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec des gens qui ont cette volonté, en tout cas, de changement, qui ont perçu aussi que la billetterie, ça fait partie déjà intégrante de la stratégie commerciale. Bien sûr. Paraît logique, ça génère du revenu. Je le dis parce qu'il y a quand même beaucoup de clubs qui, pendant longtemps, ont fait beaucoup d'invitations. L'objectif premier, c'était de se dire, je remplis mes tribunes. Mais si 50% des gens payent, on dévalue son spectacle et donc personne ne paiera jamais pour venir voir un match s'ils savent que les autres ne payent pas non plus. Donc c'est ça aussi, faut faire attention. Et puis ils ont compris que la billetterie, ça fait partie intégrante de la fan expérience. Et c'est une des premières étapes. Si je viens moi je compare souvent à ça, c'est tout bête, mais si je veux acheter une paire de Jordan je vais sur un site parce que je veux vraiment ce modèle. Je vais sur un site, je vois que le site il est un peu compliqué, c'est pas responsive sur mon téléphone, c'est un peu galère. Je veux ce modèle, je vais aller ailleurs. Le problème c'est qu'aujourd'hui un club de foot, de basket, de rugby, c'est le seul à vendre son produit. Donc si j'arrive sur la billetterie et que c'est compliqué, j'abandonne en fait. Et ça c'est la première étape. Si déjà c'est compliqué d'acheter un billet, à part si je suis ultra déterminé, potentiellement je vais peut-être pas. Et on a aujourd'hui régulièrement des clubs avec qui on va travailler, mais avant de travailler avec nous, on se rend compte des fois, on se connecte sur la billetterie, il n'y a pas de match à vendre. C'est tout bête, mais encore une fois, moi, si demain je veux acheter cette fameuse paire de Jordan et que je me connecte sur le site Nike et qu'il n'y a rien à vendre, c'est quand même dommage parce que je reviendrai peut-être jamais. Parce que ça y est, c'est trop tard. Moi, j'étais déterminé à acheter, j'arrive, il n'y a rien, c'est dommage. Les rayons du magasin peuvent pas être vides. Donc, on leur préconise 2-3 trucs comme ça. On s'inspire beaucoup du e-commerce. Encore une fois, on n'a rien inventé. Et quand je parlais de cross-selling, c'est la même idée, c'est de se dire, quand j'achète un ordinateur chez, je vais en citer 3 comme ça, on n'a pas de galère, c'est ça, du Amazon, Cdiscount et Fnac, quand j'achète un ordi portable, on va me proposer la sacoche qui va bien, la souris, le pack office. Un peu. Exactement. Et c'est ça, le cross-selling, on n'a rien inventé. Mais dans le sport professionnel, on est resté longtemps dans notre truc où la billetterie, on vend nos billets, basta. Et on vend d'ailleurs que des billets au grand public. Nous, on préconise aussi de vendre des billets VIP parce que monsieur tout le monde peut être VIP demain. Alors qu'avant, pendant longtemps, VIP était égal à entreprise. C'est pas vrai. Donc on pousse ce genre de trucs. On pousse aussi nos clubs à faire des pack matchs avec 2, 3, 4 matchs. L'idée, c'est de se dire que les personnes qui ont prévu de venir une fois dans l'année, il faut essayer de les faire venir 2 ou 3 fois. L'abonné en question qui vient sur les 19-20 matchs dans l'année, lui, il faut essayer de lui apporter autre chose. Cette idée, exactement. C'est de se dire, il faut quand même générer du revenu additionnel, créer quand même un lien avec ces gens-là. Et aussi, exactement. Totalement. Et justement, dans ce même sujet un petit peu ticketing, je ne sais pas si tu as suivi, mais bien sûr, on a les Jeux Olympiques Paris 2024 qui arrivent bientôt. Et ça a fait pas mal de bruit au niveau du ticketing parce qu'on avait des sortes de bundles justement où on était pour ceux qui n'avaient pas suivi, mais dans l'obligation entre guillemets, si on voulait prendre une place, de prendre une place pour 3 sports différents, en plus du fait d'avoir eu besoin d'être tiré au sort en première partie. Il y a des gens que ça n'a pas dérangé, il y a des personnes qui ont été un petit peu outrées ou en tout cas que ça a dérangé un petit peu plus. Est-ce que pour toi
est-ce que pour toi il y avait une meilleure façon de faire? Est-ce que Qu'est-ce que tu as pensé en tout cas de cette expérience ticketing, si tu as suivi un petit peu l'histoire? Oui, non, déjà, non, je souffle parce que c'est pas simple, parce que maintenant que je suis dedans, bien sûr, j'aimerais être critique et en même temps je me rends compte que c'est pas simple. Non, en vrai, il y a un vrai enjeu autour de la billetterie pour les grands événements. Moi, je suis allé à l'Euro dernièrement, donc de foot, à Budapest notamment, en Espagne, etc. Je suis allé à la Coupe du Monde au Qatar. J'ai essayé d'avoir des places pour la Coupe du Monde 2023 de rugby. Des places pour les JO. Tous les grands événements, c'est maintenant très compliqué de gérer la frustration des gens et surtout la demande. Encore une fois, là aussi, décidément, je suis désolé, l'offre et la demande, mais c'est très très compliqué de gérer la frustration des gens, de gérer la demande qui est juste délirante. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Et forcément, on entend toujours plus les gens mécontents que les gens contents. Voilà, attention. Les gens ne savent pas. Exactement. C'est pour ça que je reste très ouvert. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Moi, je reconnais, je me suis tiré les cheveux sur les 4 événements on va dire mondiaux majeurs dont j'ai parlé, parce que c'est très compliqué. Là encore une fois, il faut être hyper déterminé, il faut être connecté sur l'ordi, sur le téléphone, c'est des heures, ça bug, ça rame, on est en file d'attente, on arrive à 100%, ça repasse à 0%. C'est vrai que c'est des trucs très compliqués. Je sais pas du tout comment on pourrait gérer différemment. Je pense que les tirages au sort, malgré tout, ça fonctionne bien. Vous parlez des Jordan, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui dans ce qu'on appelle les raffles, et je vois pas d'autres moyens aujourd'hui de permettre à tout le monde d'avoir un accès à ça. C'est tellement une grande ampleur. Exactement. Le vrai souci aujourd'hui aussi, c'est pas le marché noir, mais c'est plutôt les bots et les robots qui peuvent acheter des gros volumes. Jordan, exactement. Donc ces gros volumes de place, donc d'où potentiellement peut-être demain la blockchain qui sera déterminante pour toute la billetterie et pour éviter un contrôle des prix d'ailleurs, parce que ça c'est aussi le moyen de ne pas avoir de revente, d'avoir du billet nominatif. Si je veux pas mon billet ou si je peux pas en profiter, je le remets en vente, mais sur la plateforme de revente, et je peux pas me faire de bénéfices. Enfin voilà, faut trouver un truc, mais de base sur les premiers vraiment besoins de juste, je suis un supporter, je veux assister à un match, c'est compliqué. Les JO, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas la première phase n'a pas été un succès, c'est clair et net. Il y a eu beaucoup trop de mécontents, notamment de par les prix, notamment de par l'obligation de faire ces fameux packs de 3 sports. La phase de vente unique arrive en mai, on verra. Moi j'espère que voilà, voilà, c'est ça, entre guillemets, je me prononcerai pas en attendant, parce que c'est pas simple à gérer, c'est clair et net, c'est trop dur. Mais c'est vrai que sur la première partie ça n'a pas été un succès. En tout cas moi, pour forcément beaucoup d'amis dans le sport, beaucoup de gens qui sont déçus, même ceux qui ont acheté des places l'ont fait quasiment à contre-cœur en disant bah tu vois, j'ai acheté ça parce que j'ai envie d'y aller, mais alors, j'ai pris par défaut. Voilà, je suis pas sûr qu'aujourd'hui voilà, ça soit top. La politique de prix tarifaire était quand même importante, mais ça aussi, tous les événements maintenant tendent vers des prix de plus en plus importants. J'ai eu la chance d'aller à la finale de la Coupe du Monde au Qatar. C'était plus cher que la finale en Russie, et la prochaine aux États-Unis sera plus chère, et ça sera toujours comme ça. C'est sûr. C'est délicat, et d'un point de vue très pratico-pratique, quand je suis un supporter, je me dis c'est l'enfer, et en même temps malheureusement c'est comme ça pour un peu tout. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui les JO, voilà, j'attends de voir cette phase du mois de mai, voir comment ils pourront se rattraper. Mais par exemple, et là pour faire un mini bilan sur la Coupe du Monde de rugby, ça a été très compliqué. J'ai essayé de me connecter sur chacune des phases, on est beaucoup de potes comme ça, et on est beaucoup à jamais être rentré même sur la billetterie pour acheter des billets. Donc voilà, c'est des sujets qui sont problématiques à gérer, et c'est pas facile, parce qu'encore une fois, gérer la frustration de millions de gens, c'est très compliqué. Et encore une fois, c'est ceux-là qu'on entend. Les gens qui sont satisfaits, qui ont acheté leur billet, on les entend. Bien sûr. Et en plus, c'est un événement qui arrive peu souvent, quand on est une ville qui a la chance d'accueillir c'est quasiment unique dans une vie. Je pense qu'on le reverra peut-être pas. C'est ça. On a envie d'y participer. Au niveau organisation, on le sait parce qu'on travaille dans ce genre de milieu-là, mais c'est quelque chose qui est forcément pas facile. Mais voilà, c'est important de l'aborder quand même, je trouve, parce que c'est aussi une frustration qui a fait partie de moi, vu que j'ai essayé de prendre cette place-là. Ça a été une expérience frustrante. Au final, je suis comme toi, j'attends de voir un petit peu la suite, les places individuelles. Mais c'est sûr qu'on s'est vite, tous ici dans le bureau, on s'est vite dit, voilà, c'est sûr que ça doit être un enfer à organiser. C'est clairement. Comment ils auraient pu faire autrement, en fait? C'est plus ça la question, quoi. C'est qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux. C'est ça. Puis le vrai souci, c'est toujours pareil, c'est de se dire, par exemple, je pensais on a entendu beaucoup que ça allait être des JO populaires, etc. Mais c'est juste pas possible. En fait, c'est vraiment contradictoire. JO et populaire, ça n'existe pas. Coupe du Monde et populaire, ça n'existe pas. C'est fini. On ne peut pas. Exactement. Donc oui, les fameuses places à 24 € que tout le monde a cherché. Bon ben voilà, c'est vrai que les gens sont déçus, et en même temps, malheureusement,
forcément, comme tous les spectacles de très très haut niveau, la finale de Ligue des Champions au Stade de France, là, quand il y a eu les fameux soucis entre le Real Madrid et Liverpool, les prix étaient délirants aussi. Mais encore une fois, c'est là aussi l'offre et la demande. On parle d'événements où il y a que quelques milliers de gens qui peuvent assister, donc forcément c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est un sujet qui est très complexe. Je pense de toute façon on va devoir trouver un moyen. Et puis là pour le coup, les billetteries qui gèrent ces gros événements, j'en fais pas partie pour le moment, mais vont trouver. Voilà, on va forcément réussir petit à petit à trouver des moyens. Mais c'est vrai qu'il y a quand même encore une fois beaucoup de bugs parce que beaucoup de gens connectés au même moment, parce que voilà, il y a beaucoup de demandes, donc c'est compliqué. Mais si déjà on s'en rend compte, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être faites. Exactement. C'est sûr. Est-ce que pendant ton voyage, tu as participé à des compétitions de haut niveau, dans le type World Series ou type Playoff, ou est-ce que parce que là on parlait de la coupe aux États-Unis, non, genre j'ai fait l'US Open, donc sur vraiment un tournoi. Après j'ai pas forcément fait j'ai fait que des matchs de championnat, des matchs de saison régulière. Donc si t'avais vu une petite différence, mais bon. Non. Alors après par contre sur le foot américain pour le coup, puisqu'il y a peu de matchs à domicile et la demande est juste délirante, j'ai quand même vu la différence pour avoir des billets, c'est notamment sur les prix. Là encore, les demandes sont assez délirantes et notamment parce qu'il y a très peu de matchs déjà dans la NFL. Exactement. Voilà, à domicile chaque année, il y a même pas une dizaine de matchs, je crois. Donc c'est vrai que c'est compliqué. La ligue pousse pour qu'on rajoute des matchs, mais les joueurs pensent à leur santé, ce qui est compliqué. Logique. Donc c'est vrai qu'il y a ce petit tiraillement là qui se passe en ce moment, comparé à des sports comme le baseball où il va avoir 70-80 matchs par an. C'est vrai que c'est pas la même chose et on le voit sur le prix forcément. Les matchs que j'ai payé le plus cher, c'est des matchs de foot US là-bas, notamment les 49ers. Je crois que c'est ce que j'ai payé le plus cher, près de $200 le match, parce que c'était l'opening game face à je sais plus qui, mais c'était le gros match. Et donc un nouveau stade en plus. Le Levi Stadium, qui a quelques mois, années on va dire, mais forcément demande délirante, et je les ai achetés en plus toutes mes places avant de partir, donc quelques semaines, mois avant, et ça n'a fait qu'augmenter en se rapprochant du match. Donc il y a quand même beaucoup. Enfin, j'ai pas galéré, je dirais, à trouver des places, mais à part pour le coup, j'étais en train de dire ça, pour le Grand Prix de Formule 1 d'Austin, donc Grand Prix d'Amérique, le premier à l'époque, j'ai pas pu. J'étais au Texas à ce moment-là, mais j'ai pas pu. C'est le seul truc où vraiment j'ai galéré. Sinon, en soi, pour le coup, là-bas, c'est vrai que j'ai été plutôt satisfait de l'expérience billetterie en tant que telle. C'était plutôt bien fait. Et puis tout ce service autour de l'achat du billet, c'est-à-dire que j'ai acheté un billet, quasi 100% de mes billets ont été achetés sur les billetteries officielles, mais c'était des reventes des abonnés. Parce qu'en fait, quasiment tous les clubs sont à guichet fermé, tous les matchs. Donc, le seul moyen d'acheter une place, c'est la billetterie du club, mais encore une fois, donc revendue par ce qu'ils appellent les season ticket holders, donc des gens qui revendent leurs billets au match. Et quand j'ai acheté mon fameux billet, quasiment 3/4 du temps, je recevais un petit message après, un petit mail pour me dire merci de ton achat, voilà les informations dont tu as besoin, comment venir au stade, les animations avant le match, ce qu'il y a à manger, ce qu'il y a à boire. Le fameux avant, quoi. C'était exceptionnel. Le fameux avant. Je planifie ma venue, encore plus, moi pour le coup c'était pile la cible, parce que les gens qui viennent tous les week-ends, ils s'en foutent, ou qui habitent ici, qui connaissent, mais eux ils connaissent la route, machin. Moi il fallait que je sache comment venir, comment me garer si j'étais en voiture, le métro, le machin. Donc j'ai trouvé ça vraiment top, c'est-à-dire qu'ils ont ce côté où on évite aux gens de chercher les infos par eux-mêmes, on leur met, c'est souvent comme, je le présente souvent comme ça, mais c'est un peu le plateau de petits fours sur lequel il y a plein de petits fours et chacun pioche celui qu'il veut. Mais si on en revient au même tout à l'heure pour les supporters ou pour le spectateur occasionnel, dans son expérience spectateur à lui, il a des choses qui sur son parcours du début à la fin vont être mises là que pour lui et d'autres que pour le grand fan. Enfin voilà, ils sont très bons là-dedans et le avant est hyper important, parce que encore une fois, si on galère pour venir voir un match, si on arrive limite au niveau horaire, etc., d'autant plus ça peut être polluant, exactement. Ça peut être très très polluant et ça peut être même frustrant pour les gens. Exactement. On a gâché un peu notre venue et ça peut être un vrai problème. Donc ils sont très bons là-dessus, notamment. Ok, et maintenant je voudrais un petit peu parler justement du futur de l'expérience fan. Est-ce que ça se joue justement au niveau de la billetterie? Est-ce que ça se joue plus en France en tout cas, je parle, mais est-ce que ça se joue plus sur le fait de plus traiter l'avant, plus traiter l'après? On sait aussi qu'il y a de plus en plus de monde, comme tu disais, c'est de plus en plus cher, il y a de moins en moins de place, les stades sont de plus en plus vieillissants. Est-ce que pour toi il y a une priorité quand même pour améliorer l'expérience fan dans le futur en France?
Moi, ce serait plutôt d'essayer de se dire, alors je sais pas tout casser pour recommencer, mais c'est une grosse remise en question sur ok, regardons ce qu'on fait. En fait, pour moi, le vrai problème qu'on a en France aujourd'hui, ou en tout cas sur les années précédentes, je le vois notamment avec les stades qui ont été fabriqués pour l'Euro. On va prendre le stade de Bordeaux, de Nice, de Lille et de Lyon, qui sont 4 stades qui sont pas pleins à tous les matchs, qui sont tous un peu pareils, un peu isolés du centre-ville. Donc il y a une logistique pour venir et ça peut être un frein pour monsieur tout le monde. Moi, je le vois avec Bordeaux, qui est mon club de cœur, et j'habite à Bordeaux, plein centre, et des fois, aller-retour, je mets plus de temps que de temps effectif dans le stade, quoi. Et ça peut être un frein pour beaucoup de gens. Encore une fois, le fameux fan, lui, il n'y a pas de souci, il va contre vents et marées, il viendra. Mais exactement, c'est pas lui réellement la cible. Donc c'est vrai que je pense qu'en fait, pour moi, la base de tout, c'est d'apprendre encore une fois à connaître notre public, les Français et nos prospects. Encore une fois, le fameux fan de foot qui habite n'importe quelle ville où il y a un club de Ligue 1, lui, il va venir voir les matchs, il n'y a pas de problème. Moi, je me suis retrouvé de par mes études ou mes jobs dans des villes où j'avais rien à voir avec le club, j'allais voir les matchs. Parce que et c'est pour ça que j'étais abonné au PSG. J'allais voir les matchs de l'OM quand j'étais à mes études à Marseille. À Strasbourg, pareil, j'allais voir Strasbourg en National 2. Je veux dire, quand on aime un sport, il n'y a pas de souci, on ira. Donc c'est pas ces gens-là qu'il faut venir chercher dans un premier temps, c'est plutôt les autres, ceux qui, un soir de match, sont dans ces fameux autres points de loisirs, cinéma, restaurant, bowling et d'autres sports, des bars ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est le sujet, il est plus là. Donc moi, c'est plus cette idée de se remettre en question, d'apprendre à reconnaître nos publics, nos prospects. Les clubs américains sont très bons là-dessus. Là aussi, je suis désolé, mais par exemple, un club qui a un nouveau projet de salle, de stade, il va organiser des grands sondages, des grandes tables rondes avec son public, ses abonnés. Exactement. Il va prendre des familles, il va prendre des enfants, il va prendre des gens qui ne viennent jamais voir les matchs. Ils vont aller chercher des gens. Exactement. Ils sont très très bons là-dessus. Encore une fois, qui est mieux placé que les potentiels prospects pour nous dire les choses? Nous, on est la tête dans le guidon dans notre club. On ne sait pas toujours ce qui va fonctionner. En tout cas, on pense parfois. Moi, je l'ai vécu en club. Parfois, j'avais l'impression que j'avais la meilleure idée du monde. Et en fait, à la fin, je me suis juste fait un kiff à moi, mais ça n'a rien fait à personne. C'est vrai. J'avais pensé des packs, des promos, des trucs. Ouais, alors on va faire des places plus un parking plus machin. Les gens ils s'en foutaient. Par contre, avec des tables rondes, j'ai appris que il y avait plus de bus à la fin du match. Il y en avait pour venir, il n'y en avait pas pour partir. C'est des trucs tout bêtes. Mais je me dis, quand on donne la parole aux gens, déjà ça les valorise. Et je pense que les gens ont souvent des très bonnes idées malgré tout. Alors oui, il faut faire le tri. Attention, je dis pas qu'il y aura les meilleures idées du monde, mais il y aura peut-être 2-3 idées sympas aussi. Donc je pense que c'est ça. Il faut se remettre en question, apprendre à connaître un peu les envies, les attentes des gens. Encore une fois, toutes les typologies de public différentes. Donc c'est vraiment cette idée de se remettre en question, pas tout casser non plus, parce qu'il y a des choses qui marchent très bien dans plein de clubs. Mais c'est aussi avoir cette capacité de se dire je me remets en question, et un peu l'humilité. C'est vrai que c'est un truc où parfois dans le sport pro, les clubs sont pas toujours, je dirais, là-dedans, dans cette simplicité de se dire des fois on fait un truc mal, c'est pas grave, et le reconnaître. C'est un peu ça, je trouve que des fois, c'est pour ça que je dis, les gens regardent ce qui se fait ailleurs, mais est-ce que des fois on se dit pas juste il faut un truc qui est bien, c'est sympa, mais moi ce que je fais ça marche très bien aussi. Alors que pour moi, le seul truc à regarder aujourd'hui, c'est les affluences. C'est ce que les gens viennent. C'est les affluences. Je dirais qu'à la limite, le chiffre d'affaires et autres, c'est autre chose. Est-ce que les gens payent un billet 5 €, 15 €, 25 €, c'est autre chose, parce que d'une ville à une autre ou d'un niveau à un autre, ça peut changer. Mais la question, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on veut tous remplir nos stades et nos tribunes. Et il y a quand même peu de clubs en France qui peuvent se targuer de remplir leur stade à tous les matchs. Je pense au PSG, je pense au Stade Rochelet. Il y a quelques clubs comme ça qui sont sur des guichets fermés depuis des semaines, des mois, des années. Mais il y en a quand même très très peu. Alors que dans d'autres pays, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, sans parler encore une fois des Américains où là il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont à guichet fermé. C'est ça pour moi l'objectif demain, et l'enjeu c'est ça, remplir nos tribunes avec potentiellement des nouveaux publics, parce que remplir son stade qu'avec des fans, ça marche pas, la preuve. La demande naturelle suffit pas à remplir notre stade. Et est-ce que tu penses que, c'est super intéressant déjà, mais est-ce que tu penses que c'est aussi les sports en tant que tels qui vont évoluer? Est-ce que ça peut être avec l'arrivée de nouveaux sports, comme on disait avec l'UFC, ou même carrément avec le e-sport, avec les événements, j'ai vu récemment justement sur ton LinkedIn, tu parlais des événements qui ont lieu au Camp Nou, exactement, pour la Kings League, avec Ibai et avec des influenceurs et avec des anciens joueurs de foot. Est-ce que tu penses que ça fait partie aussi de l'amélioration de l'expérience client, rajouter un petit peu, même justement, nous chez Fast Story, on travaille beaucoup sur la gamification.
Voilà, est-ce que ça va être des choses qui sont plus interactives, qui sont plus tournées vers justement l'e-sport, le e-commerce, tout ce qui est un petit peu internet et. Bah là, on est pile dedans. Moi, la Kings League, j'ai découvert ça. Voilà, parce que je suis beaucoup ce que fait Gérard Piqué. Alors pour le coup, moi, je l'aimais pas trop en tant que joueur, parce que j'aimais pas trop le Barça. Mais par contre, ce qu'il fait, alors il a pas que des bonnes idées, parce que notamment, moi, je suis pas très tennis, mais en tout cas sur le tennis, a priori, il a un peu tout cassé sur la Coupe Davis et il a réorganisé, il a repensé. Donc voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est juste que venant d'un mec qui a joué pendant 20 ans à Manchester, au Barça, en équipe nationale, et que lui-même dise il faut repenser notre sport qui est vieillissant parce que les gens n'ont pas envie de venir et les jeunes n'ont pas envie de venir. En fait, ce qui est intéressant, c'est juste de se dire ok, il a créé un truc qui est un produit à part entière, très e-sport, très Mario Kart, très Savannah Bananas pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est très avec des cartes secrètes, des matchs de 2 fois 20 minutes, c'est du foot à 7. Il y a que des anciens joueurs pro et des streamers. Il y a des anciennes stars, voilà, il y a Agüero, Ronaldinho, Casillas et autres qui ont pu venir. Il a créé un truc de spectacle et moi j'avoue, je suis fan de foot depuis que j'ai 5 ans, mais j'ai bien aimé regarder ce qu'ils ont mis en place, quoi. Ça ravive quelque chose. Exactement. Et je me dis putain, mais j'aimerais trop le voir en France, voir l'accueil des clubs français, voir qui jouerait dans cette fameuse ligue, voir quel stade accueillerait ces événements-là, parce que on a ce côté très conservateur, je trouve, dans le football au sens large déjà. Bon, quand la VAR est arrivée, c'est compliqué, quand voilà, et ça marche pas toujours très bien, mais on avance. Voilà. Moi, je suis plus dans cet esprit de allez, on avance, on essaye. C'est des étapes. Voilà, mais je suis le premier à dire des fois merde, la VAR elle a pas marché, c'est pas vrai. Mais c'est des étapes. Mais voilà, je suis content de voir qu'on essaye de faire évoluer le truc parce que de toute façon il faut le faire évoluer. Par contre, j'ai toujours l'impression qu'on a ce côté conservateur qui fait qu'on tente un truc et on va pas au bout. Par exemple, la VAR, moi je me rends compte quand je suis dans un stade, il y a la VAR, je vois rien. Je vois pas le ralenti, je vois pas s'il y a but, pas but, je vois juste l'arbitre qui me fait son signe. Ok, super, merci, mais tu peux me montrer les images. C'est-à-dire que moi je paye ma place plus cher que celui qui est chez lui à la télé, mais celui chez lui à la télé, il a le ralenti, il a l'interview du coach, l'interview du joueur, il a les images des vestiaires, il a bon, c'est bon. Et en fait, moi je paye cher, il y a un écran géant qui est super, mais il me sert à rien. Donc c'est ça, ce côté où parfois je me dis, mais en fait on se rend pas compte que les gens, on les traite moins bien au stade alors que c'est eux qui devraient être aux premières loges. Et encore une fois, je reviens à est-ce qu'on mange, ce qu'on boit, comment on est assis, est-ce qu'on prend du vent, de la pluie, voilà, la qualité des sièges, mon aller-retour, comment je suis rentré dans le stade, la fouille, l'accueil. Enfin voilà, des fois on se rend compte que c'est quand même spécial de venir voir un match de foot. Je dis vraiment le foot parce que pour le coup les autres sports c'est totalement différent. C'est le meilleur exemple. Mais c'est vrai que on a parfois l'impression que n'importe qui est un hooligan dans un stade quand on voit le contrôle, l'accueil. Donc ça c'est un souci que j'ai. Exactement. Et ça c'est un souci que j'ai. Donc je trouve que ce qu'ils ont mis en place avec la Kings League, franchement, j'aimerais trop voir ce que ça va donner si ça débarque en France un jour. Ils vont le lancer au Brésil avec notamment Ronaldinho et Neymar qui seront présidents de ces fameux clubs. Mais je trouve ça top de se dire qu'encore une fois, un joueur comme Gérard Piqué, qui malgré tout a un sacré parcours, se soit lui-même dit mais en fait il faut repenser notre sport, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que lui, il était dans le foot jusqu'à il y a encore 3 mois et qu'il a repris sa retraite. Donc c'est-à-dire que le mec a quand même cette vision du truc en se disant mais que même lui ça devait un peu entre guillemets l'emmerder, quoi, le foot d'aujourd'hui. Et il doit avoir des choses mises en place, voilà, pour inciter les gens. En fait, ce que ça montre, c'est juste que ça montre que les jeunes s'intéressent au sport, il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'il faut aussi surtout retenir qu'ils s'intéressent surtout à des nouvelles formes de divertissement. Exactement. Et le e-sport, c'est ça. Au début du e-sport, moi je joue un peu à FIFA de mon côté quand j'étais jeune, etc. Ok, super. J'attends juste de voir maintenant la finalité du truc, c'est vraiment comment les clubs vont réussir à le monétiser, à le valoriser. Mais le e-sport, ça marche déjà, il y a des écuries qui sont créées, ça fonctionne. Maintenant, c'est à voir sur la durée. Mais il y avait beaucoup de gens qui disaient ça marchera pas, le e-sport, les gens qui jouent à la FIFA, c'est pas du vrai foot, c'est pas. C'est vrai. Et en fait, on s'en fout parce que si quelqu'un est un streamer, si quelqu'un joue à FIFA et ensuite pourquoi pas devient un client, un supporter d'un club par ce biais-là, par le biais d'un Cristiano Ronaldo, d'un Léo Messi, d'un Neymar. Mais on s'en fout. En fait, on s'en fout de savoir comment il vient à nous. L'essentiel, c'est de se dire, on arrive à lui parler et demain, il fait partie de notre famille, des supporters de notre club. Donc, la Kings League, franchement, moi, j'avoue, top mention pour ce qu'ils ont fait. Je demande que ça à le voir en France. Je pense que ça peut vraiment dépoussiérer notre sport, qui en plus aujourd'hui, malgré tout, on parle quand même beaucoup de foot pour des mauvaises raisons. Oui, c'est vrai. La Fédé, les gros salaires, les problèmes, les dérives des joueurs, les grosses voitures. Il y a toujours cette opposition de style avec les autres sports. Donc j'aimerais bien qu'on voit un sport un peu différent, pour le coup, avec peut-être un peu de fraîcheur et un peu de côté divertissement et e-sport, parce que c'est de ça dont ils se sont inspirés. Et en tout cas, ça fonctionne. 92 000 personnes dimanche au Camp Nou pour un match autre que du vrai football, on va dire, que c'était pas le Barça ou un Classico.
C'est juste dingue. Ouais, bah comme le petit match entre streamers justement aussi France-Espagne qui va attirer un maximum de gens. L'événement de Squeezie pour la Formule 4 aussi. Enfin, tous ces événements-là qui sont drivés soit par des ex-sportifs, soit par des streamers ou des youtubeurs. C'est vrai que c'est un petit peu ça paraît être un petit peu la suite de l'expérience fan. En tout cas, on peut s'en inspirer. C'est ça, exactement. Encore une fois, on va pas changer du tout au tout la Ligue 1 ou la Ligue des Champions, mais on voit de plus en plus que ça parle de réforme. La Ligue des Champions qui serait potentiellement réformée avec une Super League. Il y a beaucoup de présidents de clubs, d'anciens coachs, de joueurs qui souvent sortent un peu du chapeau des trucs qui sont parfois délirants. Et en fait, quand on voit la Kings League ou d'autres choses, on se dit, en fait, c'est ça. Les fameux buts qu'on double si je tire en dehors de la surface, les fameux. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde la Kings League ou d'autres trucs, en fait, c'est ça. C'est juste qu'il y a un moment où, je pense pas que ce soit toujours les meilleures idées qui ont été sorties du chapeau, encore une fois, mais c'est juste se dire, est-ce qu'on est capable de se remettre un peu en question pour réinventer notre sport, nos sports potentiellement. Encore une fois, on le voit en France. Tout sport confondu, il y a quand même beaucoup de stades ou de salles qui sont un peu vieillissantes. L'infrastructure là aussi va être la clé, c'est-à-dire que pour rendre un spectacle sexy et attractif, il faut aussi que ça soit joli, que ça soit rempli, que les tribunes soient pleines, que les maillots soient beaux. C'est pas pareil, tu dois exactement. Avoir des confort, tu dois avoir des c'est exactement ça. De la pluie. Quand je vois des là aussi sans nommer personne, mais quand je vois des clubs, des sports où il y a 50 logos de chacun sa couleur différente sur un maillot, il y a un côté où ça pique un peu les yeux, il y a des LED un peu partout, il y a des panneaux au sol, il y a il y a un truc où, encore une fois, pour rendre notre spectacle attractif, ça aide pas forcément. Les tribunes vides, on voit que des fois c'est fait dans des gymnases où le matin il y avait un cours de PS, donc c'est vrai qu'on se dit ça fait pas très professionnel. Et je le dis en connaissance de cause, en Ligue 2, le matin des matchs de Niort, il y avait du javelot avec le lycée au collège. Donc c'est ce truc de se dire, si on veut être professionnel, il faut que ça soit à tous les niveaux, il faut que ça soit un spectacle qui soit beau. Et encore une fois, pour parler de cette fameuse Kings League, ils ont créé un truc qui est carré, qui est joli, qui est bien marketé. Et c'est en ça que ça marche. Exactement. Un prix de billets attractif, du merchandising pour toutes les équipes. Il y a 12 équipes. Des stars. Exactement. Des stars qui font que du coup, on va avoir envie de regarder. Des rebondissements un peu comme le catch ou comme la boxe peut le faire avec un storytelling. Exactement. Là, par exemple, la dernière annonce de Neymar qui devient président d'un club au Brésil, on voit qu'en fait, il a kidnappé Gérard Piqué en le menaçant, en lui disant donne-moi une équipe au Brésil. Et en fait, ce storytelling va aider sur les réseaux, va aider les gens à venir à ça. Il y a eu un joueur aussi pro qui a joué avec un masque un peu à la Rey Mysterio, là, le gars du catch, et parce que c'était un vrai joueur pro, mais qui avait pas le droit de jouer là. Donc du coup ils ont créé le buzz en faisant venir un mec alors qu'il joue au Celta Vigo ou je sais plus où, c'était pas un grand joueur, mais du coup il a joué sans avoir le droit de son club. C'est des petites histoires. Ça crée des petites histoires. Exactement. Après, exactement. Et je pense que c'est ça qui aidera aussi. Encore une fois, aujourd'hui les petites histoires qu'on a nous dans le vrai foot ou dans le vrai sport, c'est pas souvent des bonnes histoires et c'est pas souvent des happy end. Donc c'est vrai que je pense qu'on a besoin de un petit coup de fraîcheur à tout ça. Trop bien. Petite question de fin, entre grandes guillemets. Est-ce que tu pourrais nous raconter alors soit un top, soit ta meilleure expérience en tant que fan, ou pareil, si tu n'arrives pas à en donner une, peut-être un top 3 de tes meilleures expériences, et ensuite on fera les pires aussi forcément. Dans mon top 3, je vais pas être très original, il y en a allez, on va dire, il y en a 2 aux États-Unis, c'était de contacter les gens dans les clubs pour qu'ils me permettent de visiter avec eux, qu'ils m'expliquent un peu comment ils bossaient et qu'ils me montrent l'envers du décor, parce que c'est toujours pareil, quand on achète une place, on n'a pas accès à tout le stade. Donc ça, c'était juste dingue, pour aller sur la pelouse d'un match d'Atlanta United. C'est une des meilleures affluences au monde en soccer, en foot, alors que le club il a même pas 5 ans. C'est juste délirant. J'ai été à Austin sur un match universitaire aussi, de foot universitaire. C'était juste de la folie, 100 000 personnes. On est dans une ville qui, alors, Austin, de l'extérieur de France, c'est pas forcément de la plus grande ville, puisqu'on pense souvent à Dallas, à Austin, etc. À Houston, pardon, mais c'est vrai qu'Austin, c'est une ville qui est hyper dynamique, qui plaît beaucoup aux jeunes et forcément à l'université de Texas. Donc c'était juste dingue ce match, l'ambiance, puis c'est forcément beaucoup de jeunes dans la tribune aussi, les étudiants. C'est inexplicable. Je saurais pas expliquer le foot universitaire ou même le sport universitaire. Les gens connaissent, mais c'est vrai que je sais pas comment ça marche. C'est dingue. Les gens en plus là-bas se reconnaissent beaucoup dans le sport, dans ce sport universitaire, parce que les joueurs sont entre guillemets pas payés. Donc on n'est pas encore tombé là-dedans, même si ça génère des revenus monstrueux, le sport universitaire. Mais il y a un peu plus de côté valeur. Et puis c'est un peu guéguerre de paroisse, c'est-à-dire que les gens
suivent leur université. Bah ouais, c'est les gardes de territoire. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, ce match au Texas, c'était vraiment la folie. Et puis je suis allé aussi à Londres voir un match de NFL à Tottenham, là, au Tottenham Stadium, l'année dernière. Et là aussi, putain, je me suis repris du coup une bouffée de sport US, mais en Europe, c'était assez sympa et de voir que voilà, le sport américain, où qu'il aille, parce qu'il y a les fameux matchs de NBA ici ou les matchs maintenant en Allemagne ou en Angleterre avec la NFL, ils arrivent avec leurs pattes et ils recréent le modèle qui marche si bien chez eux et c'est en ça que je trouve très fort. Donc ouais, c'est dans les meilleures, on va dire, expériences que j'ai vécues. Encore une fois, point de vue très fan expérience, etc. Il y en aurait d'autres plein, mais voilà. Est-ce que tu as des pires un petit peu ou vraiment des expériences où tu t'es dit voilà, c'est vraiment non, les pires, j'ai fait beaucoup de stades de Ligue 2, j'ai fait de la Coupe de France, donc c'était compliqué. Non, mais après, encore une fois, on en revient à l'infrastructure et je vais parler donc de ce que je connais. Comme ça, si je suis critique, c'est pas grave parce que c'était mon club et ça l'est toujours. C'est un club que j'aime beaucoup, mais les Chamonix-Niortais, c'est un stade qui a plus de 50-60 ans, qui a pas bougé d'un millimètre. Rarement des travaux. Le carrelage, c'est le même depuis le premier jour. Il y a une piste d'athlétisme autour du terrain, ce qui fait que le spectacle est très loin. C'est des trucs où c'est compliqué d'emmener les gens avec soi, de créer une ambiance, une atmosphère, parce que déjà, même quand pour le coup, des fois, le public, se montrait plutôt bon, mais en fait, ça s'évaporait aussi vite parce que les tribunes, elles sont à piste d'athlée, elles sont à 10 mètres du terrain, donc les joueurs entendaient presque pas. Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc ça, encore une fois, pour moi, l'infrastructure, c'est quand même la clé de beaucoup de choses. Ne serait-ce que parce que d'un point de vue très basique, un joueur, s'il arrive au bureau le matin avec son stade, il est sympa, que sa pelouse elle est bonne, que ses vestiaires ils sont sympas, ça lui donne aussi envie de jouer. Un spectateur, c'est pareil, un beau stade, ça nous donne tous envie d'y aller, alors qu'un stade vieillissant avec des sièges un peu froids où on prend la pluie, etc., ça donne pas super envie. Donc voilà, des mauvaises expériences, c'est beaucoup lié à l'infrastructure, donc c'est pas pour le coup la faute du club en lui-même, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les stades et les salles en France. J'ai la chance maintenant via Ticket Chainer de travailler avec des clubs de tout sport confondu et tout niveau confondu. Mais c'est vrai que des fois c'est compliqué. Voilà, on travaille avec des clubs où les infrastructures, les salles aussi sont très compliquées parce que c'est des stades ou des salles municipales et voilà, ça n'a pas été pensé pour les clubs professionnels en question. Et donc eux pour l'exploiter c'est terrible. Donc c'est voilà, pas super expérience, c'était ça. D'accord, ok, bon, c'est plus lié à l'infrastructure qu'autre chose quoi. Ok, et écoute, merci beaucoup Benjamin. Avec plaisir. Merci d'avoir été là pour nous donner toutes ces informations là et au plaisir de te revoir potentiellement sur un autre podcast. Carrément. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Benjamin. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fastory, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @Fastory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.